L'actualité aujourd'hui au Bénin est à la fois politique, économique et sociale, pourquoi pas culturelle. Elle va des préparatifs au scrutin législatif du 8 janvier prochain avec son effervescence constituée entre autres de traumatismes, de transhumance massive, les coups bas, les opportunismes, la malhonnêteté, bref, la récurrence des critiques habituelles à la fierté de la vie avec son corollaire de paupérisation caractérisée au point où bien des Béninois s'interrogent aujourd'hui sur le moment de la mise en œuvre effective du hautement social tel annoncé par le chef de l'État. Ceci ne manque pas d'impact sur la rentrée scolaire enfin à nos portes. C'est pour demain, 19 septembre 2022, à partir de 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend du moment où vous nous recevez. Toutes les attentions sont actuellement focalisées sur notamment ces actualités. Que faire face à cet imbroglio? Convergeons-nous vers ce que certains caractérisent déjà ou définissent déjà comme l'échec du système partisan, la réforme du système partisan pour être plus précis. Que faire pour aller à bon port? À partir de quand nos compatriotes commenceront-ils par souffler du fait du coût de plus en plus élevé de la vie? La rentrée scolaire, qu'exigera-t-elle de supplémentaire de la bourse du Béninois cette année? L'État pourra-t-il prévenir les véreux qui en profitent pour saigner le contribuable? Et surtout dans les écoles où tout prend du prix. Bénin, l'actualité nationale au pays fin. Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui à l'émission Ma part de vérité un ancien ministre, membre actif de la société civile, il le reste, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il a été contraint, je peux oser le dire, d'être ministre sous le régime du président Boniaï. Il est professeur des universités. Mesdames, Messieurs, recevez avec moi le professeur Roger Bayonvi. Professeur Bayonvi, bonjour. Bonjour, cher ami Charbel Aniou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Pour moi aussi, plaisir de faire un effort de compréhension de la situation de mon pays et d'aider mes compatriotes à comprendre. Merci, professeur Roger Bayonvi. Vous nous excuserez, parfois on dira monsieur le professeur, parfois on dira monsieur le ministre, parfois on vous appellera acteur de la société civile, vous en avez tellement de titres. Même monsieur le président, ancien président de Transparency International. J'ai tous les titres. Merci. Alors, professeur Roger Bayonvi, vous êtes un natif de Ouida. Oui. Et tout comme un autre baobab natif de Ouida, vous êtes tous des icônes de la nation. Mais lui aussi, il est aussi originaire de la cité des Passais, tel que vous, et il vient de Courbet-les-Chines. Il s'en est allé. Quel regard portez-vous sur la vie et les œuvres du patriarche Honoré Aguessi, un de vos anciens collègues? Paix à son âme, je pense qu'on ne peut pas parler de Honoré Aguessi en termes de mon collègue. Je crois que c'est mon maître aussi. Oui, 90 ans quand même. Moi, je n'en ai que 77. Je ne l'ai même pas croisé à l'Université nationale du Bénin à l'époque. Bon, j'ai su qu'il était là-dedans. Alors, vous me demandez d'analyser ses œuvres. Je commencerai par le commencement, bien entendu. Son œuvre, qui est aussi celle de beaucoup de Béninois de sa génération, que les gens ne connaissent pas et qu'ils ne prennent pas en considération, c'est son patriotisme et c'est leur patriotisme. Ce sont les premiers intellectuels du Dahomey. Ils auraient pu faire carrière en France. Non, le pays leur a fait appel. Je sais que le président Maga, premier président du Dahomey, a fait appel à beaucoup d'entre eux. Venez m'aider à construire le pays. Nous venons d'acquérir notre indépendance. Je vous en prie, ne restez pas là-bas. Ils ont accepté, ils sont arrivés. Et je pense qu'ils ont construit le pays. Et lui, notamment Aguessi, vu de Ouida, comment est-ce que je l'ai connu?
je me suis dit, je suis souvent à Ouida, j'étais à Cotonou, j'allais souvent à Ouida, et je passais pour aller au Mono, devant un monument à gauche qui n'appartient pas au décor de Ouida. C'est ID, Institut de développement et d'échange endogène. Et j'étais convaincu que c'est une ONG internationale de haut niveau qui a établi son siège à Ouida. Pourquoi? Un jour, on me dit non, c'est le professeur Honora Agassi. Lui, tout seul, a créé cet institut. Depuis cette époque? Ah oui, oui. Où, par semaine, il nous réunissait certaines personnes de Ouida et d'ailleurs pour un colloque qu'il présidait. Ah, je lui ai plusieurs fois demandé, mais professeur, que vont devenir tout ce que nous disons là? Est-ce que vous n'allez pas créer? Mais ce n'était pas son genre, de créer une revue. Deuxième chose qu'il a créée et dont les gens ne sont pas nécessairement informés, il a créé la journée, pas mondiale, la journée béninoise, qui aurait pu devenir mondiale, journée du repentir et du pardon, au nom des esclaves qui sont tous passés par Ouida en ce qui concerne le Dahomey qui est devenu le Bénin. Et à un moment donné, les Ouidaniers se sont dit coupables, un peu coupables de cette grande tragédie. Et donc, tous les troisièmes dimanches du mois de janvier, nous sommes censés nous réunir à Ouida et refaire la même marche de la place des Enchères jusqu'à la porte du non-retour en chantant et en priant et en demandant pardon. C'est la deuxième chose qu'il a créée. Ça, ce n'est pas, j'allais dire, ça c'est virtuel. Célébrer tous les troisièmes vendredis. Tous les troisièmes dimanches de janvier. De janvier. Oui. La troisième chose, c'est sur la lancée de cette deuxième chose, il a créé encore lui tout seul ce qu'on appelle désormais la maison des retrouvailles. Il a estimé que lorsque nos gens qui sont partis vont revenir par la porte du retour cette fois-ci, ils vont loger là à 1 kilomètre, je crois, de la porte du non-retour. Ils vont loger là en attendant de s'éparpiller dans Ouida et sur le Bénin. Et c'est lui tout seul qui a fait ça. Où est-ce qu'il prend l'argent? Il ne demande de l'argent à personne parce qu'Honora Agassi, pour qui le connaît, et Dieu sait si je le connais, c'est un homme fier et c'est un homme volontariste et c'est un homme intransigeant. C'est pourquoi collaborer avec lui est d'une difficulté certaine. J'en aurais fini lorsque j'aurais fini sur la difficulté à collaborer avec lui. Évidemment, les gens qui ont un tempérament vif, qui ont un tempérament énergique, prenez par exemple Madame Rosine Soglo, paix à son âme, il est toujours difficile de collaborer avec eux. Il était beaucoup plus facile de dialoguer avec Monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo qu'avec son épouse, qui était prête à tout moment à vous jeter par la fenêtre. Ben voilà, pour le baobab qu'est Honora Agassi et qui vient de nous quitter. Le professeur Honora Agassi, l'une de ses grandes réalisations, monsieur le ministre, de cet illustre panafricaniste, permettez-moi de le dire. Oui, c'est vrai, il est panafricaniste. Il se dit panafricaniste. Il ne se dit pas, il est panafricaniste. Et quand vous allez chez lui c'est l'idée. Hein. Il vivait là pratiquement tout le temps. Je ne sais pas s'il allait dormir quelquefois dans sa maison. D'une banalité à nul autre pareil. Et c'est ça qui caractérise aussi Honora Agassi. C'est ça que j'appelle son patriotisme. Sa maison ressemble à n'importe quelle maison à Ouida. Sa voiture ressemble à n'importe quelle voiture. Mais enfin, l'idée, ça vous en impose. Ce n'est pas pour lui l'idée, c'est pour le peuple. La maison des retrouvailles, ça vous en impose. Ce n'est pas pour lui. Là, il peut mettre du luxe. Mais pour ce qui le concerne, je me demande si cet homme ne buvait pas que de l'eau à table. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, il est panafricaniste et il a organisé plusieurs séminaires de niveau international pour asseoir le panafricanisme. Bon, quand vous allez chez lui à l'idée, l'image qui s'impose à vous, ce n'est pas la Vierge Marie qui se trouve bien au fond là-bas dans le jardin, mais je crois que ça, c'est le désir de sa femme. C'est la photo de Kwame Nkrumah,
l'africaniste, le panafricaniste par excellence. Il était panafricaniste. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour le panafricanisme? Il aurait peut-être dû entrer en politique, mais je crois qu'entre lui et la politique, il y a une barrière infranchissable. Je le voyais bien en politique, mais il n'y est jamais entré jusqu'à ce qu'il nous quitte. Voilà, c'est un panafricaniste, reconnu comme tel. N'est-ce pas? Oui. Le professeur Honorat Aguessi, l'une de ses grandes réalisations, que vous l'avez dit tout à l'heure, la plus connue, c'est l'IDE, l'Institut de développement et d'échange endogène. Mais ces derniers temps, on n'entend plus parler comme ça de l'IDE comme auparavant. Est-ce à dire qu'avec le départ de son fondateur, l'IDE est appelée à disparaître? Vous n'avez jamais entendu parler non plus, j'imagine, de la maison des retrouvailles? Non. Non. C'est ça. Moi non. Mais les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent peut-être. C'est ça, Honorat Aguessi. C'est ça, Honorat Aguessi, parce que nous sommes ombre et lumière. J'espère que nous sommes plus lumière que ombre. Et Aguessi avait une lumière telle que finalement l'ombre projetée par cette lumière était très très visible. Nous nous sommes toujours posé la question nous-mêmes à Ouida. Mais à qui appartient l'idée? Est-ce à la commune ou à l'État? Honorat Aguessi n'a jamais répondu à la question. À qui appartient la maison des retrouvailles? Est-ce à la commune? Est-ce à l'État? Il n'a jamais répondu à la question. Maintenant, nous allons devoir y répondre de façon urgente. Il faut que la commune de Ouida se bouge, aille voir l'État et lui demande de faire quelque chose pour rendre pérenne cette maison et les actions qui vont s'y dérouler, des actions culturelles. Pareil pour la maison des retrouvailles. La maison des retrouvailles qui est mal située. Mal située? Oui. Et l'État le lui a dit. Et l'État lui a proposé de la lui reconstruire à l'identique ailleurs. Ben, vous savez, l'État pour Honorat Aguessi, c'est qui? L'État, c'est lui, comme aurait dit Louis XIV. L'État, c'est lui. Et je crois que l'État n'a pas obtenu gain de cause avant qu'il ne s'en aille. Il me semble qu'il sera beaucoup plus facile de négocier avec ses ayants droit qu'avec lui-même, et que l'État va déplacer comme un bouquet de fleurs, et si c'était possible, la maison des retrouvailles pour la mettre ailleurs. Parce que la maison des retrouvailles, c'est très bien, c'est Zomati. Que la lumière ne s'éteigne pas, par opposition à Zomaï, qui est juste derrière, ben c'est l'esclavage. Que la lumière n'aille pas là où les esclaves séjournaient, où on les mélangeait avant de les conduire vers le bateau qui attendait à la porte du non-retour. Et donc lui, Honorat Aguessi, y a opposé, mais opposé véritablement, topologiquement, Zomati, que la lumière ne s'éteigne pas. Mais ça ne fait pas partie de la roue de l'esclave. Et ce qui fait partie de la roue de l'esclave, le Zomaï, est caché désormais. Et pour voir le Zomaï, que la lumière n'y aille pas, mais il faut contourner la grande maison qu'est la maison des retrouvailles, avec son vaste jardin, avec les panafricanistes américains, les Noirs américains, etc., dans la cour. C'est une très très belle réalisation. J'espère que l'État, en déplaçant cette belle maison et ces beaux objets, les déplacera en bonne et due forme, et peut-être que ce sera encore mieux. Voilà. Et les intégrera peut-être dans le patrimoine national? Oui, dans le patrimoine de la commune de Ouida surtout. Dans le patrimoine national, je ne sais pas, oui, puisque c'est destiné à loger d'abord les migrants, pour ainsi les appeler, non, les revenus, pour ainsi les appeler. Pas les revenants quand même. Pas les revenants. Parce qu'ils reviendront en chair et en os. Professeur Roger Bayonvi, l'autre congénère, patriarche aussi, non moins négligeable de la cité des Rouy-Kwadjavi, qui s'en est également allé. Je veux nommer votre collègue professeur, collègue ancien ministre, collègue très actif dans la société civile, Adrien Ahanzo-Glélé. Oui.
Décidément, professeur, Je crois qu'ils sont c'est une partis. affaire de génération. Hein. J'espère que vous n'en êtes pas candidat. Si, je suis candidat, Ah oui. naturellement. Le jour où j'ai eu 70 ans, j'ai dit, ah, Roger, tu as 70 ans. Cela veut dire que tu n'as plus 30 ans à vivre. Cela dit, le dimanche dernier, Oui. avec la collectivité Zinsou Bodé, la collectivité de l'ancien président de la République, j'ai été invité à fêter les 100 ans du chef de collectivité. Je dis, ah bon, ça existe? Et Le chef de la collectivité Zinsou. Zinsou Bodé, il a fêté ses 100 ans. Et quand je suis allé le saluer, le féliciter pour ses 100 ans lors du déjeuner, c'est vous le professeur Roger Guillaume? Oui, je dis c'est moi. Il n'avait pas de lunettes. Il était assis, solide poignée de main. Je dis attention, c'est quoi ça? Et donc, le curé a eu raison de dire au début de la messe, il est devant nous, moi j'étais derrière, il est devant nous, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu, quelque chose comme ça. Toute la salle a applaudi. Non, 100 ans, c'est assez rare. Je sais que ce n'est pas si rare que ça, puisque demain ou après-demain, le 20 septembre, l'autre patriarche, lui aussi natif de Ouida, donc on vit vieux à Ouida, il s'appelle comment? Olympe Belliquenom. Ah oui, ah oui. Il va publier encore un livre après-demain, la danse du grand prêtre. Donc non seulement on vit vieux, mais on vit vieux et actif. C'est ce que mon ami Jacques Brel, paix à son âme, ça fait longtemps qu'il est mort à 45 ans, il appelait être un vieillard, être un formidable vieillard. Alors si vous ne pouvez pas être un formidable vieillard, mourrez à 45 ans comme lui. Maintenant, si vous pouvez être un formidable vieillard, comme celui qui me demande à 100 ans, c'est vous le professeur Roger Guillaume, je lui dis oui, et qui me donne sérieusement la main, là ça vaut le coup. Mais si c'est pour se faire traîner à gauche et à droite avant de mourir, c'est en cela que je remercie mon ami Arance Oglelet pour la façon dont il est décédé. Il est allé à la messe le matin, parce que nous allons y revenir. Il a rencontré le Seigneur en prison, c'est lui qui le dit dans son livre. Il revient à la maison, le soir, un petit malaise. Sa fille lui dit, papa, je t'emmène au CNHU. Le temps d'arriver au CNHU, il est parti à 88 ans. J'allais dire, Dieu soit loué. 88 ans, il est parti très simplement. Alors lui, j'allais dire, c'est un cas, dans le sens le plus élogieux du terme. Le Adrien Aranzo que j'ai connu venait de sortir de prison. Je ne sais pas à quelle date il est sorti de prison. J'ai lu et relu son ouvrage dans une cellule de prison. J'ai rencontré, j'ai vu le Seigneur. Il évoque sa sortie de prison comme une chose banale. Alors qu'il y a fait 10 ans, condamné à mort, et il a fait 10 ans. En étant toujours condamné à mort, puisque la peine de mort n'a jamais été commuée. C'était ça aussi la révolution. Condamné à mort sans raison. Il s'est demandé jusqu'à sa mort, je crois, pour quelle raison on l'a envoyé en prison, on l'a condamné à mort, et il a été jugé où? Non. Allez, c'était ça la révolution. Donc il arrive en prison, en bon Dahoméen, qu'il était avant et qu'il était resté en prison, il avait nos moyens pour résister à la méchanceté des gens. Et puis un jour, c'est dans le texte est très émouvant, 1 minute avant, je ne le savais pas, il prend 3 cartons, ramasse tout ce qui lui permettait, avec ou sans guillemets, de résister à la méchanceté des gens, et il fait sortir ça, et il a dit dans le livre, j'ai mis ça à part, plus tard, je vais faire enfouir ça dans un trou profond. Et il achève le texte par, le Christ m'a envahi. Je suis envahi par le Christ. Lui qui était plus ou moins chrétien, plus ou moins catholique, est devenu catholique en prison. C'est cet homme que j'ai rencontré un jour de ma vie, je ne pensais pas le rencontrer. Et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et je vais vous raconter une histoire qui me fait pleurer. Elle s'appelle Antonia. Elle est de Ouida. Elle vit en France. Mais ma femme et moi, nous l'avons adoptée. Moi, je l'ai connue au collège de l'Union. Je l'ai adoptée, tu es ma fille. Et c'est chez nous qu'elle vient passer les vacances à Ouida.
loin de la grande maison familiale où elle ne connaît personne. Elle a connu son père en prison. Elle vient chez nous donc pour 2 semaines à Ouidah, avec ses 2 garçons, dont le tout petit, 3 ans. 3 ans, 4 ans, qui m'a cassé les reins pendant 2 semaines. Ça bavardait tout le temps, ça a été partout dans la maison. Alors je ne sais pas si j'ai été un enfant aussi tout turbulent. Ah, mais c'est un bonheur lorsqu'on est un patriarche et qu'on vit dans Oui, Paris. oui, c'est un bonheur, mais seulement un bonheur fatigant. Ils s'en vont à Cotonou pour le pré-enregistrement. Et c'est là qu'on dit à Antonia, mais le petit ne peut pas voyager avec vous parce qu'il n'a pas les papiers qu'il faut. Antonia ne le savait pas, je ne le savais pas non plus, personne ne le savait. L'immigration est formelle là-dessus. Rigoureuse. Elle me téléphone. Moi, les bras m'en tombent. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle ne veut pas partir sans son petit. Alors me vient une idée bizarre. Je prends mon téléphone, j'appelle Adrien. Je dis, écoute, tu ne connais pas Antonia Assogba. C'est la fille aînée du capitaine Assogba, avec qui tu as été condamné à mort, avec qui tu as fait 10 ans de prison. Voici quel est le problème de la fille aînée du capitaine Assogba. Il est parti comme il a reçu le grade de colonel avant de mourir, que tu ne connais pas. Alors je t'en prie, débrouille-toi pour que ce malheur ne continue pas. Elle doit être à l'aéroport en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Ah bon, d'accord, je vais m'en occuper. Je ne sais pas ce que Adrien a fait. En 4 heures, il a remué littéralement terre et ciel et le petit garçon a obtenu tous les papiers qu'il fallait pour sortir du pays. Je ne lui ai jamais demandé comment il a fait, il me suffisait du miracle. Et c'est ça, Honora, pardon. C'est ça, Adrien Aranzo Glele. Condamné à mort sans raison, 10 ans de prison sans raison, il en est sorti, grâce à Dieu, disons, et à partir de ce moment, plus rien ne l'arrêtait sur le chemin de la lutte contre toute corruption. Je ne veux pas dire seulement la corruption, de la lutte contre toute corruption et de la lutte pour toute justice. Entré en prison à 40 ans, sorti de prison à 50 ans, il a réservé tout le reste de sa vie à la lutte contre la corruption et pour la justice. Et je pense que si le paradis existe, ben lui, il y est aujourd'hui à une très très bonne place. Voilà. Que retenir d'autre du professeur Adrien Aranzo Glele? On dit que c'est un défenseur invétéré des droits de l'homme. Oui, un défenseur invétéré des droits de l'homme à partir du moment où il est sorti de prison. Je ne pense pas, je ne l'ai pas connu avant. Bon, ne serait-ce que parce que moi-même, je n'étais pas toujours dans le pays. Je pense que c'est la prison qui l'a converti. C'est la prison qui lui a enseigné que on peut être différent des autres. On peut être supérieur aux autres, mais si nous leur sommes supérieurs, c'est pour mettre notre supériorité à la disposition, au service des petits et des humbles, comme il est dit dans les Saintes Écritures. Je pense que ça, il a compris en prison. On bavardait beaucoup entre nous, mais on n'entrait pas dans les détails. C'est des choses que j'ai devinées, que c'est la prison qui l'a complètement bouleversé. Au sens réel du terme, l'un des chapitres de son livre est intitulé « Mon chemin de Damas ». Lui aussi a connu comme Saint Paul son chemin de Damas. Saint Paul qui martyrisait les chrétiens et qui ne voulait pas entendre parler d'eux et qui est devenu sur le chemin de Damas où une vive lumière l'accueille, qui est devenu le meilleur défenseur des chrétiens, si bien que certains parlent aujourd'hui de paulinisme et non de christianisme. Il a connu le même changement. Et vous me permettrez un petit détail triste. Lorsque j'ai appris sa mort, je me suis dit, Adrien a 88 ans et tous ses camarades de prison sont morts déjà. Mais tous. On ne fait pas 10 ans de prison sans des séquelles physiques qui finissent par vous emporter. L'abbé Alphonse Quenom est parti, tous sont partis. Il ne restait que lui. Sorti de prison à 50 ans, il est mort à 88 ans. Il faut le faire. Il faut le faire. Et j'ai pensé
quand j'ai appris sa mort, j'ai pensé à lui, bien entendu. Et puis j'ai immédiatement pensé à Rekia Madougou. Parce qu'à l'époque, j'ai le sentiment vague, mais c'est une prétention, nous n'étions pas que trois. Nous n'étions pas que trois. Mais nous étions les trois qu'on voyait. Nous étions d'abord deux. Arance Oglele et moi, on n'avait pas trouvé la formule. Ah non, le président Kérékou n'a pas le droit de réviser la Constitution pour un troisième mandat qu'il risque de transformer en mandat éternel, etc., etc. Nous en étions là lorsqu'apparaît une jeune fille, Rekia Madougou, avec son association Élan, Oui. et immédiatement, après son association, dans le cadre de son association, la campagne « Touche pas à ma Constitution ». L'histoire doit retenir que sans Rekia Madougou et sans ne touche pas à ma Constitution, le président Mathieu Kérékou aurait touché à la Constitution. Et quelqu'un comme Arara Zouglele et moi-même, nous avons été très heureux de l'apport de Rekia Madougou, vue comme une fille du Nord. Donc le combat pour le maintien tel quel de la Constitution, ce n'était pas un combat des gens du méridional. C'est des combats de tous. C'est notre combat à tous. Oui. Et regardez, la petite Jeanne d'Arc qui est à notre tête, elle n'est pas de Ouida. Si, sa mère est de Ouida. Elle est de Parakou. Et donc, Kérékou a fait toutes les menaces sur cette fille. Ça n'a pas marché. Elle a résisté. Et puisque vous étiez là aussi, elle ne pouvait que résister. Nous l'avons soutenue. Elle nous a énormément soutenus. Elle a soutenu le pays. Et c'est bizarre, j'ai pensé à elle lorsque j'ai appris que Adrien Aranzo était décédé. Comme si le troisième pilier, le troisième cône du foyer venait de partir. Voilà. Et pour vous dire à quel point elle mérite notre respect, notre hommage, Rekia Madougou, j'ai organisé un jour, ça c'était moi qui pouvais l'organiser, une rencontre avec le cardinal Ganti, revenu de Rome et qui était à son domicile au bord de la plage. J'ai rassemblé plein de gens. Si vous avez rencontré dans la rue, je vous aurais dit, écoutez, monsieur Aniou, venez, suivez-nous, on va saluer le cardinal. J'appelle Rekia. Et Madame la Présidente, c'est toujours comme ça que je l'ai appelée, où est-ce que tu es? Elle me dit, mais qu'elle est là? Ah, je dis, écoute, tu sais où habite le cardinal Ganti? Elle me dit, oui. Elle est venue, en petite casquette. Ah, je dis, tiens, elle n'est pas catholique. Et nous avons tous pris la parole. Le tour de Rekia Madougou arrive et elle raconte une histoire à dormir debout. Elle remercie le cardinal de l'avoir encouragé par 2 fois. Elle dit, Éminence, la première fois, mon père me conduisait quelque part pour aller me cacher là. Parce que trop, c'était trop. Ils vont me tuer, ma fille. Suis-moi, je vais aller te planquer quelque part. Et que le téléphone sonne. Et c'est le cardinal Ganti au bout du fil qui l'encourage, elle. Secret d'histoire. Hein. Le cardinal n'avait pas le droit de se mêler de politique, mais pourquoi ne pas se mêler de politique? Et qu'elle s'est retournée vers son père et elle a dit, papa, tu ne vas me planquer nulle part. On retourne à la maison, c'est le cardinal soi-même qui vient de me téléphoner pour m'encourager. Le cardinal Gantin, que vous ne connaissez pas, et qui était diplomate dans le ventre de sa mère avant de naître, a écouté toute cette histoire sans broncher. Aucun commentaire. Mais si l'histoire n'avait pas été vraie, celle qui portait une casquette devant son éminence ne l'aurait pas raconté. Non, c'est pour... ces histoires ne sont pas connues. Ces histoires ne sont pas connues. Comme nous n'écrivons pas pour raconter l'histoire passée, quand même, Adrien Aranzo a écrit « Dans une cellule de prison, j'ai rencontré le Seigneur. » J'ai rencontré le Seigneur. Donc j'ai vu le Seigneur. Vu le Seigneur. Ouais. Professeur Roger Bayonvive, vous avez encore des ouvrages à écrire et qui sont en retard. Oui, vu qu'à Ouida, maintenant, on sait qu'on vit vieux et qu'on peut aller même jusqu'à 100 ans. Bon, si je prends le cas de... Oui, je vais le faire. Pour l'instant, j'essaye d'apporter
ma part à la contribution intellectuelle, au développement intellectuel de ce pays par une chronique hebdomadaire depuis 1990 quand même. Bon, j'espère qu'il y a 50 personnes qui lisent ma chronique. C'est énorme, 50 personnes qui me lisent chaque semaine, qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord, qui disent mais enfin il aurait dû prendre le problème de cette manière et pas de cette façon-là. Bon, nous étions 3 ou 4 je crois. Il y avait Wilfrid Léandre Rumbéji dans La Nation, il y avait Carlos, votre Jérôme Carlos, il y avait mon collègue Amoussou Yeye, Denis. Oui. Il y avait qui encore? Il y avait une 4e personne. Et puis subitement, je me retrouve tout seul. Ça me pèse un peu. Mais c'est mon destin peut-être. Ah oui, vous aurez du 109 qui bientôt vont vous compléter. Et je le souhaite ardemment, non seulement me compléter, mais me critiquer. Me dire, mais non, professeur, on voit que vous êtes vieux. Parce que ce qui se passe dans le pays, mon cher ami, oui. Ce qui fait que, peut-être que vous allez me poser la question, il y a plein de critiques contre ceci, contre cela, l'argent qui ne circule pas, comme si l'argent était la chose la mieux partagée dans ce pays. Quand je réfléchis, je dis, mais ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont 50 ans. Ils ont 60 ans. Et ils croient qu'ils sont vieux. Non. Ce sont des jeunes qui viennent du Dahomey. Quand on a 60 ans aujourd'hui, on a l'âge de notre indépendance. Absolument. Il faut avoir 88 ans, comme Hans Oglele. Il faut avoir 90 ans, comme Honoré Agassi. Il faut avoir, quel exemple vous prendre encore? Il faut avoir environ 80 ans pour savoir d'où nous venons. Les gens ne savent pas d'où nous venons. Nous venons du Dahomey. Et ça veut dire beaucoup de choses, le Dahomey. Ah oui? Oui, en 72 ou en 74, je me retrouve pour la première fois de ma vie à Parakou. Et le premier citoyen de Parakou que je rencontre et à qui je demande mon chemin pour aller à je ne sais quel endroit, m'a dit, ah, vous venez du Dahomey. Bon, j'ai dit, il a raison. Parce que le Dahomey, a fait courir tout le monde dans le pays. Alors, est-ce que les gens de Dassa se sentaient dahoméens? Je ne sais pas. Je pense que non. Alors, il a fallu changer de nom. J'ai toujours reproché, je ne le fais plus maintenant, à ceux qui nous ont changé de nom, de n'avoir pas fait preuve d'imagination, comme Thomas Sankara, pour trouver Burkina Faso à la place de Haute-Volta. Mais attention, Thomas Sankara a pris, paraît-il, je ne parle aucune langue du Burkina Faso, a pris deux mots des deux principales ethnies, des ethnies qui font enfin, avec qui tout le monde est d'accord pour faire Burkina Faso. Au Bénin devenu. Quel nom fallait-il prendre? On ne pouvait pas manager comme le président, comment il s'appelle? Thomas Sankara. Si vous prenez un mot d'Alada et un autre de Dassa pour faire Burkina Faso, c'est un exemple. Ah bon? C'est à eux le pays, quoi. Nous, là, de Savé, nous de Tchaourou, nous de Parakou, nous de... Ah bon, le pays ne nous appartient pas, si bien que ceux qui se sont assis pour dire, mais il va falloir trouver pour notre pays un nom qui fasse l'unité. Alors je les félicite d'avoir choisi le Bénin, qui appartient à tout le monde, parce que le Bénin appartient à la côte, à l'ancienne côte des esclaves. Et ça fait vraiment l'unité du pays, parce que ça n'appartient à personne en particulier, et ça appartient à plus de gens que le Bénin. Le Bénin, le Dahomey n'aurait pas pu faire comme le Burkina Faso, comme Thomas Sankara, c'était impossible. Pour que les gens ne se sentent pas encore une fois, disons, méprisés, encore une fois rejetés. Maintenant, nous sommes tous unis, et plus personne ne peut me dire à Parakou que je viens du Bénin. Nous sommes tous du Bénin. Nous sommes tous du Bénin maintenant. Professeur Roger Bayonvi, de plus en plus, on a tendance à croire que lorsque
nos dévoués s'en vont, le professeur Roger Bayonville, le professeur Honora Aguessi, Oui. vous avez bien compris, le professeur Adrien Aranzo. Mais comme je partirai bientôt autres, aussi, vous n'avez pas tort de déjà m'aligner. enfin, comme tout le monde. On a tant fait de les oublier, même dans nos écoles et dans nos universités, on ne pense plus à eux. Est-ce que la chose peut encore être rectifiée? Et comment? Oui, la chose peut être rectifiée, mais comment? Parce qu'il ne serait pas bon, et vous avez raison, que le nom d'Honora Aguessi disparaisse complètement et que ce soit à l'anniversaire de sa mort que ses parents peut-être se réunissent autour d'une messe et disent « Mais Bayonville, viens, on va manger en son honneur. » Comment il s'appelle? Mon ami Arance Ouglele, pareil. Et un jour, son grand frère Maurice. Oui. Oui. Voilà encore un autre monument. Mais vous savez, cher ami, cher jeune ami, il y a dans le pays Oui. ce que, j'allais dire le professeur, ce que maître Robert Dossou a appelé la béninoiserie. C'est lui qui a trouvé le terme. Ce qu'il a appelé la béninoiserie, c'est encore présent dans le pays. Ah bon, on va donner son nom à quoi? Et moi, mon père ne mérite pas que son nom soit porté là aussi. Non, on ne donne le nom de personne. Il y a un peu ça. Et donc, si on honore Honora Aguessi, qui était très fier de son nom, Honora, ben, il y a beaucoup d'autres qui se sentiront lésés. Beaucoup d'autres qui aimeraient être reconnus aussi, qu'on donne leur nom à une rue, par exemple. Bon, si tant est que les noms qu'on donne ici aux rues sont fonctionnels dans un pays analphabète. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord résoudre ce problème que maître Robert Dossou, un Dahoméen béninois, appelle la béninoiserie, comme on dit la chinoiserie. Mais la chinoiserie, c'est quelque chose de compliqué, tandis que la béninoiserie, c'est la méchanceté pure. Voilà. Alors, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on ne pourra pas honorer des individus sans que d'autres se lèvent et disent « Mais non, il ne le mérite pas plus que moi, il ne le mérite pas plus que mon père, etc. etc. » Parce que ce qui nous déchire aussi dans ce pays, c'est que tant que ce n'est pas moi, si c'est l'autre, non. Ah, l'autre réussit. Ah, moi, j'ai échoué. Ah non, je vais faire échouer l'autre pour qu'on voit que nous sommes à égalité. Professeur Roger Bayonville, dans ce contexte, on continue d'étudier la vie et les œuvres de ceux qui ne sont pas de chez nous. On parle, excusez du peu, Guy de Maupassant, on parle de Baudelaire, on parle de Shakespeare, etc., etc. Mais ils ne sont pas de chez nous. Est-ce que ce n'est pas une façon de prolonger, de continuer avec le sous-développement, un sous-développement intellectuel, une colonisation, une recolonisation, une néocolonisation intellectuelle chez nous? Quand est-ce que nous allons prendre l'essor? Quand est-ce que nous allons nous développer si on ne se base pas sur les nôtres? J'ai oublié de vous dire que Arance Ouglele et Honora Aguessi étaient partisans et acteurs du bien parler français en l'occurrence. Oui, véritablement, ça, je m'en suis aperçu. Et ils ont raison. Ah oui. Ils avaient raison, parce que la langue, c'est le visage, oui, c'est le visage de l'âme. Et la langue que vous parlez, quelle que soit la langue que vous parlez, vous devez respecter l'âme de la langue et parler correctement la langue. Maintenant, j'ai envie de vous retourner la question, alors que c'est vous qui êtes là pour me poser des questions. Maupassant, Shakespeare, Baudelaire, etc. Nous sommes intégrés dans la civilisation latine par le biais de la civilisation française. D'accord? J'ai essayé, quand j'étais ministre, de faire en sorte que toutes les langues au Bénin puissent être écrites, toutes les langues.
bon, tout était prêt et puis, bon, vous savez ce qui est arrivé. Alors si nous restons dans le sillage latin, par le biais de la langue française, qui est dite dans notre constitution langue officielle, au deuxième article, nous avons essayé parfois de bouleverser les choses pendant la Révolution. De langue officielle, nous sommes passés à langue de travail. Je me demande si langue de travail n'est pas plus parlant. Alors, tant que nous aurons comme langue de travail le français, c'est Maupassant qui a écrit, qui est l'un des meilleurs auteurs français. C'est qui encore, c'est Baudelaire, c'est mon ami Flaubert, j'aime beaucoup Flaubert. C'est ceux-là qui ont écrit et bien écrit la langue française. Lorsque vous me désignerez des Béninois ayant très bien écrit la langue française, le professeur Honorat Aguessi, et dont trouvent les ouvrages dans toutes les librairies de la place, alors je vous dirai oui, il va être peut-être temps qu'on remplace Maupassant par Honorat Aguessi, mais vous ne trouverez aucun ouvrage d'Honorat Aguessi dans aucune bibliothèque, dans aucune librairie. Si, il a écrit un recueil de poèmes que moi, l'un de ses meilleurs amis, je n'ai pas. Parce que je ne sais pas où ça a été vendu, voyez-vous. Non, nous n'avons pas encore l'outil nécessaire pour dire, écoutez, les enfants du primaire, du secondaire et même du supérieur, apprenez le français à partir des auteurs béninois. Il n'y a pas encore d'auteurs béninois que je sache. Monsieur le ministre, pourtant, il faut bien que nous puissions nous baser sur la vie et les œuvres de nos compatriotes, de nos dévoués. Oui, mais alors, il faut que nos compatriotes, nos dévoués, écrivent. Parce que pour qu'une œuvre... Vous avez écrit. Oui, c'est peut-être longtemps après ma mort que l'on va découvrir dans des endroits donnés, mais tiens, on pourrait peut-être prendre 50 de ces chroniques et les publier. Bon, cela voudra dire... les étudier aussi dans nos universités, dans nos écoles. On m'a dit qu'il est déjà arrivé une, 2 ou 3 fois qu'on ait proposé une de mes chroniques comme texte à étudier à des examens. Donc, on me l'a dit à ma grande satisfaction. C'est bien, mais une littérature, pour devenir littérature, a besoin de temps. Et ça fait combien de temps que nous avons commencé à écrire en français? Ça ne fait pas si longtemps que ça. Hein. Ça ne fait pas si longtemps. Quel est le premier écrivain béninois que le Togo et le Bénin se disputent? C'est un certain Kouchoro. Bon, il est à la fois togolais et béninois. Les béninois disent maintenant il est béninois, et les togolais disent non, il est togolais. C'est très bien pour lui. Ben, il a écrit La Féticheuse. Où est-ce que vous allez trouver aujourd'hui à acheter La Féticheuse? Et puis, est-ce que c'est écrit en un français tel que ce français puisse servir d'exemple, de modèle, de base pour nos apprenants français? Ça, je ne sais pas. Mais il faut bien aussi que ça commence un jour et que nous puissions aussi parler. On peut rêver cela, parler nos langues nationales, oui, comme langue de travail. Il ne faut pas rêver cela, il faut se mettre en route. Vous savez que le français n'existait pas comme langue de travail. Tout le monde écrivait en latin, pour ceux qui écrivaient. Il a fallu le XVIe siècle, il a fallu des jeunes, comment s'appelle-t-il, Ronsard et autres, pour dire, mais enfin quoi? Nous avons une langue aussi. Et quand on lit leur français, on étudie ça à l'université, si l'on veut. L'ancien français, très proche du latin, oui, c'était très proche du latin. Et ça a évolué petit à petit pour devenir ce que le français est devenu aujourd'hui. Mais dans ce temps, professeur Béonville, il n'y avait pas que le français, il y avait d'autres langues aussi en France. Oui, il avait d'autres langues en France. Finalement, c'est le français là qui a émergé. Et petit à petit, ce français, qui était un mélange de je ne sais pas quoi et de latin, s'est imposé. Mais attention, il faut toujours une décision politique pour imposer à tout un peuple une langue. Cela veut dire que ça peut arriver chez nous aussi. Oui. Un peu comme le mandarin l'est en Chine, puisque voilà. Tout le monde parle. Oui, mais attention, il a fallu Mao et l'obligation de marcher au pas du communisme. Nous avons été communistes ici, c'était pour prendre un peu plus de champagne et de whisky. Ça peut arriver. Mais pour que ça arrive, et c'est pour ça
qu'avec mes camarades au ministère, parce que j'ai été ministre, d'accord, mais j'étais plutôt l'animateur d'une très très belle équipe. J'avais à ma droite des plus vieux que moi, à ma gauche des plus jeunes que moi, dont la science était plus jeune et plus fraîche. Et moi-même, au centre, Manager. nous avons commencé à poser les bases. Et le système des vases communicants, c'est l'écriture qui le permet. Et si pour parler Bariba, j'ai besoin d'avoir en face de moi un bâton, mon Dieu, le temps que je mettrai à apprendre à parler le bâton à Ouida, je dis laissez tomber. Je n'ai pas autant de bâton sous la main. Mais tandis que si c'est écrit, et nous avons maintenant mis sur pied au ministère quand j'y étais avec mes grands camarades et mes petits camarades, nous avons mis sur pied un alphabet qui peut écrire toutes les langues du Bénin et cet alphabet a été approuvé par le Conseil des ministres. Et donc si on avait rangé où? Ça, je ne sais pas. Et donc si on avait continué petit à petit, mais toutes les langues du Bénin auraient été écrites. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et si je vais apprendre le bâton en restant coincé chez moi, Aouida s'est posé, mais faites-moi venir des livres. J'ai des livres écrits en bâton, mais c'est la Bible. Je les ai pris pour de la beauté du geste. Je les ai achetés pour la beauté du geste chez un de mes amis prêtres, ancien séminariste. Enfin, pardon, il n'est pas ancien séminariste lui, si, puisqu'il a fait le séminaire et qu'il est prêtre. C'est moi qui ne le suis pas devenu. J'ai dit, ben, écoute, vends-moi ça. Il me l'a vendu. Le plaisir d'avoir dans ma bibliothèque la Bible en bâton. Mais je ne l'ai pas. Je l'ai en français, en fond aussi. Mais pourquoi ne traduisons-nous que la Bible? Pourquoi les gens qui viennent à nous ne nous traduisent que la Bible? On devrait traduire toutes nos langues. Oui, vous savez pourquoi nous avons la Bible en fond? Parce que le pasteur Wesley, qui a créé le méthodisme, il y a les protestants méthodistes, a dit que la parole de Dieu doit être enseignée aux gens dans leur propre langue. Et c'est pour ça qu'il y a une Bible. Dans presque toutes les langues du Nord, il y a une Bible en Dindi, il y a une Bible en Batonou, il y a une Bible, la langue de Porto Novo, là. En Gou? En Gou, pour que celui qui vient, même s'il n'est jamais allé à l'école, apprenne à lire la Bible en Gou. Et il y a toujours une école. Alors, une telle décision prophétique par le pasteur Wesley devrait être prise par je ne sais trop qui d'entre nous, à savoir que ce qu'on appelait CESE, le centre d'éducation et d'éveil et de stimulation de l'enfant, oui, qui était tout près de la maison, tout près du quartier, on aurait dû à l'époque, à mon avis, on aurait dû consacrer le CESE à faire étudier à l'enfant à écrire et à lire sa langue maternelle. Nous avons la preuve, grâce à l'UNESCO, que l'enfant à 3 ans, en s'amusant, est capable d'écrire et de lire n'importe quelle langue. Il suffit de lui donner les outils, il s'amuse. Et sa mémoire, son intelligence, c'est tout ce qu'il y a de plus frais. Et à partir de là, il peut maintenant entrer dans la vie. Comment? Bon, les Français ne sont pas des minants. Ah, je ne sais quel mot en minant je vais dire. D'ailleurs, le mot n'est pas minant, chicha. Bon, les minants disent chicha parce que peut-être la réalité n'existait pas dans cette civilisation. Là où les minants disent chicha, nous autres minants, nous disons chicha et nous écrivons chicha, voilà. Et toi, mon enfant, les Français ne sont pas comme nous, hein, ils disent maître. Ah bon, pourquoi ils ne disent pas chicha? C'est comme ça. Mais l'enfant sait déjà écrire chicha. Ce n'est plus une difficulté pour lui de passer de chicha à maître. Comme ce n'est plus une difficulté pour lui de passer de go, bouteille, ou bien go en fond, à bouteille en français. C'est un peu plus long, mais ça s'écrit. Puisqu'il a déjà l'arme pas l'âme, il a déjà l'arme de la science. Quelle écriture? L'arme de la... Ben oui, il peut aller partout. Maintenant, hélas, moi, on a attendu 7 ans pour m'envoyer à l'école. C'était la mode à l'époque. Bon, ben, et on m'a envoyé à 7 ans dans un autre univers.
Je parlais fond correctement à la maison. On me dit non, le fond c'est fini. Bah, ça là, ça s'appelle caillou. Ça ne s'appelle pas. Ah bon? Et il faut nous féliciter, hein. Nous de la génération de Honora Agassi, de Hans Oglele, nous sommes quelque part des génies. Parce que si c'est à 7 ans qu'on te balance dans un autre univers et qu'on te dit c'est désormais cette langue-là que tu vas parler et que malgré tout, grâce à l'effort inouï de nos parents, nous y sommes arrivés, il faut nous féliciter. Vous aujourd'hui, vous êtes nés de parents lettrés, etc. Déjà à la maison, vous avez tous les portables, tous les téléphones, tous les tintins, etc. Nous, ce n'était pas cela. Professeur Roger Bayonvi, nous sommes à quelques semaines de la tenue du scrutin législatif du 8 janvier prochain et l'actualité s'en trouve fortement secouée. Une effervescence en somme. En tant qu'observateur de la vie et politique, quelle analyse en faites-vous? Mais écoutez, je suis serein. Je suis serein, cher ami, parce que le pire est derrière nous. Le pire qui a failli arriver autour de l'élection de l'actuelle mandature, la 7e, Oui. mais vous savez que des gens s'étaient donné le mot pour que cette législature, cette mandature ne fonctionne pas, sous prétexte que, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, sous prétexte qu'on en était à 180 partis, et que c'était très bon comme ça, et qu'il n'est pas bon que maintenant on n'ait que 2 partis. Alors, vous savez ce qui s'est passé un certain 1er mai, Oui. où les forces de l'ordre ont certainement reçu l'ordre de ne pas bouger. On a brûlé des choses, c'était scandaleux. Et comme le 1er mai, ça n'a pas pris, on a dit aux jeunes gens désœuvrés, qu'on avait payé pour et qu'on avait peut-être même drogué pour aller continuer. Maintenant, ça doit marcher ce 2 mai. Et là, les forces de l'ordre ont été obligées de ne pas se laisser déborder. Comme la veille, ils ont reçu l'ordre, tirer. J'espère qu'ils n'ont pas tiré, disons, à l'horizontale, sur la foule. Mais il y a toujours des balles perdues. Il y a toujours des balles perdues. Il y a peut-être eu des morts. Je n'ai jamais su combien de morts il y a eu, sauf cette femme célèbre à 7 enfants, qui était dehors et qui a pris une balle perdue et qui a laissé donc sur le plancher des vaches 7 orphelins et probablement 1 ou 2 maris qu'elle a dû quitter entre-temps. Et donc, le plus grave, le danger est derrière nous. Et j'avoue, si vous aviez une Bible là, je suis prêt à jurer dessus, il ne se passera rien. Nous nous sommes fait très peur la première fois. Maintenant, nous avons compris que nous avons une constitution, que nous avons un chef, que nous avons un gouvernement, que nous avons des institutions, et que ces institutions, ce chef, ce gouvernement fonctionnent. Pour le meilleur, j'espère, pas pour le pire, mais il y a toujours des faux pas. Mais les faux pas, c'est fait pour être corrigé. Dieu lui-même qui est parfait, il sait très bien que sa création comporte des ratés. Et c'est à nous, les hommes, de colmater ces ratés-là. Ah oui. Les ratés de la création de Dieu, mais vous voulez qu'il revienne lui-même maintenant refaire ceci, refaire cela? Non, c'est nous qui sommes là. C'est curieux de vous l'entendre dire, vous qui êtes un grand catholique. Mais oui, être grand catholique, qu'est-ce que c'est? Vous savez quelle est la devise des moines de Saint-Benoît? C'est quoi? Ora et labora. Prie et travail. Le travail, c'est pourquoi? Mais c'est pour améliorer la création de Dieu. Professeur Roger Bayonvi, pendant des décennies, les mouvements qui se sont succédés, notamment depuis 1990, ont tenté d'assainir le milieu politique. Êtes-vous satisfait du niveau où nous en sommes aujourd'hui? Sinon, que reste-t-il à faire ou à parfaire? Il reste beaucoup à faire. Ce que les gens ne comprennent pas. Et vous faites bien de parler de notre nouveau départ qui a été pris en 1990. Mais moi, je suis payé, pour ainsi dire. Je suis payé pour savoir que ce pays était complètement, comment je vais vous dire ça, paralysé. Et ne pouvait aller nulle part. Toutes les tentatives que nous avons faites ont échoué. Nous avons fait le renouveau démocratique avec le président
Soglo, Oui. ça a échoué. Qu'est-ce que nous avons encore fait? On a fait, je ne sais pas trop Le quoi. renouveau. Et ça va changer, ça doit changer, ça changera. Oui. Échec. La refondation. Refondation dans ça, La révolution. échec et mat. C'est pourquoi lorsque l'homme d'affaires est arrivé et qui se trouve être mon ami et qui a dit qu'il va être président de la République, je suis allé lui dire non. Vous voulez parler de qui? D'un certain Patrice Talon. Je dis non. Non, tu m'appelles grand frère, tu es mon jeune frère. Je suis venu te dire, laisse cette affaire tranquille. Mais avec toi, ce sera pire. Parce que tu es chercheur et trouveur d'argent. Et nous avons essayé les militaires, ça a échoué. On a essayé les banquiers, ça a échoué. Toi maintenant, qui t'es performé, pour ainsi dire, perfectionné dans l'art de chercher, de trouver l'argent, ah non, non, pardon, tu vas salir ton nom, et puisque tu es mon ami, moi je ne veux pas que ton nom soit sali. J'avais oublié, je ne savais pas qu'il était encore plus dur à cuire qu'un certain Honorat Agassi. Hein? Non, que lui sera président de la République, il est déjà. 3 mois environ avant les élections. Il est devenu, je dis, bon ça y est, le pays est perdu. J'ai dit, le pays est perdu en 2016. J'ai donné ce pays pour définitivement perdu. Mais j'avais déjà plus de 70 ans. Alors que vous perdiez, quel est mon problème? Perdez-vous de là-haut, si ça existe, mais je vous verrai vous perdre définitivement. Et puis non. Oh non. Il a commencé à réformer véritablement le pays. Bon, vous savez tout ce qui se passe. Les gens viennent me dire, oh Roger, il s'en met plein la poche. Ah, je dis oui, c'est possible. Ce qu'il se met dans la poche, moi je ne le vois pas. Ce que je vois, ben, c'est ce qu'il étale, j'allais dire, dans les rues, dans les constructions. Et vous en êtes satisfait? J'en suis satisfait en ce sens que maintenant le mouvement doit être poursuivi. Donc de ce point de vue, je ne suis pas satisfait. Il y a encore énormément de choses à faire, mais il a commencé. Ceux qui l'ont précédé, qu'ils m'excusent, hein, je l'ai dit, je l'ai écrit, comme il n'y a pas eu de protestation, je pense que c'est juste. Tous ceux qui l'ont précédé se sont comportés comme des plombiers. Et nous croyions que non, ils faisaient bien. La maison est en ruine, ils viennent, 5 ans, 10 ans, 28 ans pour le président Kérékou, ben, ils réparent la tuyauterie. Or, la maison est en ruine. Alors, une tuyauterie qui fonctionne dans une maison en ruine, lui, il vient, il ne se contente pas d'être plombier. Il est bâtisseur et il bâtit. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple est visible. Je me suis égaré à la plage de Ouida. Non, je ne me suis pas égaré. J'y vais voir des amis. Et la dernière fois que j'y suis allé, je me dis, mais c'est fou. Quoi? Il a tout cassé. Ah non, j'étais triste. Il n'y avait, bon, je n'y suis pas retourné depuis 5 mois, il n'y avait debout que la porte du non-retour à laquelle, je crois, il n'a pas osé s'attaquer. Je sais pourquoi il a tout détruit. C'est par là, parce qu'il est venu nous dire quand même à Ouida que nous ne serons pas chef-lieu de département, mais qu'il allait faire de Ouida une merveille et que de la triste histoire de l'esclavage, nous allons pouvoir tirer une belle histoire touristique. Alors, il ne va pas nous laisser tomber. Et comme les touristes arriveront par la plage, avant d'entrer dans la ville, il a cassé la plage pour en faire. Alors, pour comprendre ce qu'il a fait à la plage de Ouida, et qui m'a rendu subitement triste, il faut retourner en arrière, dans la ville de Ouida. La place des enchères. J'y étais l'autre jour, je ne l'ai pas reconnue. C'est une place de toute beauté. Bon, pour moi qui suis habitué aux ordures ménagères un peu partout dans ma ville de naissance, c'est une place de toute beauté. Il faut aller au fort portugais, qui s'appellera fort portugais pour l'éternité, là où on entassait les esclaves aussi. Mais vous sentez de l'extérieur, puisque si vous n'êtes pas travailleur, vous ne pouvez pas y entrer. Mais ça fait 2 ans, je crois, qu'on y travaille, qu'on est en train de restaurer ce fort portugais-là, pour en faire quelque chose de mieux que le tas d'ordures que c'était devenu.
Alors, les touristes arrivés par la plage, par des bus, parce qu'il n'y aura pas d'aéroport à Ouidah que je sache, ben on leur dira, écoutez, le fort portugais, ce n'est pas ici, la route des enchères, la place des enchères, ce n'est pas ici, ils seront bien obligés d'aller dans la ville. Et c'est ça que j'appelle poser les bases. Alors les gens aujourd'hui à Ouidah disent, mais nous ne voyons rien, ça ne change pas. Ça va changer. Pour que ça change, il faut qu'il y ait de l'argent qui vienne de l'extérieur et entre dans nos pays. Qu'est-ce que nous vendons? Oh, pas grand-chose. On vend le coton. Le Mali le vend autant que nous et parfois et mieux que nous. Et donc, mais si nous pouvons vendre un beau tourisme, ben oui, les Japonais viendront et investiront dans le pays, les Américains viendront, etc., etc. Et Ouidah comptera un peu moins de chômeurs. Ouidah comptera un peu moins de chômeurs. Professeur Roger Béonville, de quel type de député rêvez-vous pour la prochaine législature, la 8e notamment? Je pense... écoutez, je vous dirais que ce n'est pas les hommes qu'il faut remplacer, ni les femmes. Mais c'est une mentalité à remplacer. Nous étions dans l'immoralité. Oui, on était dans l'immoralité jusqu'en 2016. Il faut remplacer l'immoralité par la moralité, ou plutôt par la morale. Il faut remplacer le vice par la vertu. Eh bien, moi, je veux des députés vertueux. Je veux des députés moraux. On peut l'être à tout âge. On peut être femme et être un député, une députée vertueuse. C'est ça que je vais dire. Donc, c'est ça que je veux pour mon Parlement. Ils sont 83. Je ne sais pas s'ils vont être un peu plus nombreux. Oui, je pense qu'ils sont bien payés. 105, bon. Un peu plus. 105 environ. Bon, je pense qu'ils sont bien payés pour faire leur travail de législateur. Ils sont bien payés. Est-ce qu'ils sont toujours véhiculés? Peut-être. Bon. Alors, à partir du moment où vous êtes bien payé pour faire des lois, alors faites des lois qui fassent avancer le pays. Or, il y a énormément de lois à prendre dans ce pays. Quand je regarde par ma lucarne le peuple français, qui est le peuple par lequel nous lisons le monde, mais les députés sont tout le temps à prendre des lois. Parce qu'il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre s'il n'y a pas un texte de loi. Et ils sont quand même 300 députés pour ça. Et ils n'arrêtent pas de se réunir. Il y a une telle loi à prendre pour corriger telle situation. Alors j'espère que nos députés béninois vont imiter leurs collègues de par le monde. Lorsqu'un problème se pose à la nation, il faut une loi pour corriger ce problème-là. Est-ce que j'ai le droit, moi, de dire à telle personne, mais tu n'as pas le droit de t'installer là, de t'étaler là, ça appartient à l'État, ça appartient à la commune de Ouidah. Mais s'il n'y a pas une loi pour interdire aux gens, malgré leur misère, malgré leur grande pauvreté, d'aller étaler 3 tas de piments et 2 tas de tomates presque au milieu de la rue pour dire qu'ils sont en train de subvenir à leurs besoins, la misère s'étalera partout. La misère s'étalera partout. Je constate que les vendeurs d'essence pailleurs dont j'ai besoin, l'essence n'est pas pailleur, de contrebande il paraît, oui, les vendeurs commencent à revenir sur les pavés, à Cotonou, et même un peu à Ouidah. Mais en y réfléchissant, où est-ce qu'on veut qu'ils se mettent? Vous voulez que j'arrête ma voiture au bord de la voie ou quelque part et que j'aille le chercher dans sa maison? Et nous avons une mentalité telle que le vendeur, nos marchés sont toujours au bord des voies. Pourquoi? Parce que les gens se disent, les cyclistes qui passent, les motocyclistes qui passent, il faut que ma banane soit immédiatement à leur portée. Alors, vous avez beau leur construire le plus beau marché à 1 kilomètre de la voie, vous les verrez tous se placer devant le marché, tout près de la voie, quitte à risquer des accidents. C'est une mentalité. Est-ce qu'on peut la changer? Je ne sais pas. Or, il faudra la changer. Ce n'est pas bon que nos rues, et pour aller par exemple à Abomey, je ne sais plus quel est ce village-là, tout le monde s'arrête pour acheter tout le monde s'arrête pour acheter son maïs, son gari, etc. Parce que,
Là, ce n'est pas cher et c'est de très bonne qualité. Mais c'est très bien. Mais pourquoi ils sont pratiquement dans la rue, dans la rue? Alors, pour changer cette mentalité, il faudra peut-être une loi. Professeur... la loi ne suffira pas, il faudra le gendarme. Nous n'avons plus de gendarme, il faudra la police républicaine. On semble lire, mais je vais vous poser la question quand même. Quelle est votre position aujourd'hui? Soutenez-vous le pouvoir, l'opposition, ou vous restez tel qu'on vous connaissait, observateur libre? Je suis observateur libre. Vraiment. Mais quelle peut être ma liberté? Je ne peux pas observer de la façon dont mes compatriotes de 40 ans, de 50 ans observent. Parce que quand je les observe, eux, je dis, ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Ils ne savent pas d'où nous venons. Eux, ils viennent du Bénin. Vous vous rendez compte? Moi, je viens du Dahomey. Et je sais ce que nous avons souffert jusqu'en 2016, où moi, je dis, ça y est, la désespérance maintenant est à Marina. C'est foutu pour le pays complètement. Parce que je savais d'où nous venions. Je savais d'où nous venions et tout ce que nous avons fait pour que ce pays décolle, sans qu'il ne décolle. Arrive quelqu'un qui dit qu'il va le faire décoller. Rupture, rupture. Comment? Quel mot nous n'avons pas entendu dans ce pays? On a même fait la révolution. Rupture, ça veut dire quoi? Oh, il est en train de faire rupture. C'est ça qui me contente moi. C'est de ça que moi je suis content. Et que mes compatriotes de 50 ans, de 60 ans ne soient pas contents, je les comprends. Nous ne venons pas du même endroit. Nous ne venons pas du même endroit. On reproche par exemple à Kagame, c'est de la politique étrangère, mais puisque le chef de l'État aurait demandé au Rwanda de nous aider à combattre le terrorisme, le djihadisme, toi, tu n'as pas de problème à tes frontières, oui, un petit problème avec la RDC, mais enfin, moi, ici, j'ai des problèmes graves et il paraît que tu as des soldats bien. J'aime cette collaboration interafricaine. Et pourquoi j'allais vous parler du Rwanda? Oui, on dit que Kagame, sa démocratie est un peu une démocratie, disons, enrégimentée. Une démocratie, hein, vous voyez le geste? Oui, mais est-ce que les gens se souviennent de ce qui s'est passé? Moi, j'ai essayé d'acheter tous les livres pour comprendre ce génocide qui s'est passé de mon temps. Le dernier génocide, je suis né en 1946, le dernier génocide venait de prendre fin. Il s'est passé en Europe. Les Juifs qui ont été massacrés parce qu'ils étaient Juifs, c'est tout. À mon temps, un génocide se passe chez moi. Les Tutsis qui se font massacrer, tout simplement parce qu'ils sont Tutsis. Eh bien, vous savez, malgré tous les livres que j'ai lus, je crois que j'ai dû investir pas moins de 500 000 francs pour comprendre. Il faut comprendre pourquoi un mari se lève un beau matin et tue sa femme parce que sa femme est Hutu ou Tutsi. Je n'ai pas compris jusqu'à ce qu'un jour, Madame Gassana, représentante de PNUD, j'oublie, Edith. Je ne sais pas ce que j'étais, on se rencontrait souvent. Elle me dit, mais Roger, nous, on n'a pas de religion. Elle est rwandaise, mais elle a vécu, elle a grandi, je crois, dans le pays à côté. Nous, on n'a pas de religion. Alors je dis, Edith, tu racontes n'importe quoi. Comment vous n'avez pas de religion? Parce que je lui demandais, mais pourquoi vous êtes toutes devenues catholiques? Elle n'était pas catholique, elle était dans une église évangélique. Mais Roger, nous n'avons pas de religion. Ah bon? La dimension horizontale, là, non, pardon, la dimension verticale. Mais nous avons le vaudou. Et c'est pour ça que les missionnaires ont eu quelques problèmes. On leur a dit, mais non, nous avons le vaudou. Vous avez des ancêtres qui sont les saints, mais nous aussi, nous avons nos ancêtres. Non, nous, on n'a pas ça. Ah, je dis, attention, voilà une clé. Et un autre jour, c'est un Hutu qui me dit, je ne sais pas si tout ça vous intéresse, un Hutu qui me dit, mais professeur, j'ai des problèmes avec l'administration béninoise. Je lui dis, mon cher ami Pierre, tu as quel problème? Lui, il est Hutu. Madame Gassana est Tutsi. Partout où je vais, il s'étonne que ma femme ne porte pas mon nom. Ah, je dis, ah bon? Ta femme ne porte pas ton nom? Même ma femme à moi, qui est allemande, s'appelle Benyoui. Il dit, non, ça n'existe pas chez nous. Et les noms que vous portez là, non, c'est des noms inventés de toutes pièces. Et c'est lui qui m'explique que chaque homme arrive pour lui-même.
Et donc, ils n'ont pas la dimension verticale que nous avons, nous, dans le vaudou, un peu. Ils n'ont pas la dimension horizontale. Mais Anéou, là, c'est quel Anéou? Oh, ça y est, vous avez un liage qui vous interdit de faire n'importe quoi. On va vous appeler. Le nom que tu portes ne t'appartient pas, c'est le nom du groupe. Alors tu racontes n'importe quoi à Golf TV, là. Ne gâte pas notre nom, comme nous disons. Alors, n'ayant ni la dimension verticale, ni la dimension horizontale, ils pouvaient se tuer facilement. Et donc, dans une telle société, il faut qu'on tienne les gens un peu par la force. Est-ce que vous savez que la Chine n'a pas de religion? Il y a des pays, il y a des civilisations sur notre terre qui sont sans religion. La Chine n'a pas de religion. Le bouddhisme n'est pas une religion. Le bouddhisme leur est venu de l'Inde. Et le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une sagesse pour régler nos problèmes ici. Et donc, vous voyez ce que Mao a dû faire pour les mettre ensemble, etc., etc. Donc, c'est ça. Alors, vous restez observateur libre. Dans vos chroniques, l'on vous sent très souvent acerbe sur un certain nombre de sujets. Votre silence depuis un moment est-il la preuve de l'amélioration d'un certain nombre de situations que vous dénonciez ou vous commencez par être victime du poids de l'âge? Victime de quoi? Du poids de l'âge. Oh non, pas du tout. Non, le poids de l'âge, non. Je continue d'être critique. Bon, je prends ma dernière chronique. De quoi parle-t-elle? Je ne sais pas. L'avant-dernière, où j'ai parlé des engrosseurs automatiques et irresponsables. Parce que dans nos écoles. Je reste observateur et je vois ce que sera le Bénin demain si on ne fait pas attention. Et j'ai même suggéré dans cette chronique que l'État prenne une loi pour que les femmes ne considèrent plus comme une grâce d'avoir 7 enfants sans père, 7 enfants qui sont dans la rue, que l'État ne peut pas entièrement scolariser, que l'État ne peut pas entièrement soigner, parce que c'est d'abord les parents qui sont responsables. Alors vous n'êtes pas capable d'élever, comme veut la langue française. Or, nous n'élevons pas nos enfants. Nous. Élever, c'est faire grandir, faire monter. Nous nous occupons d'eux. C'est Todjou, Penoukou, enfant. Comme je peux m'occuper de votre chien quand vous êtes parti en voyage. Non, le français dit élever. L'anglais aussi dit erziehen, élever, faire grandir. Mais comment ce que vous vendez le matin, c'est le pain de blé là. Je ne sais pas combien les femmes gagnent sur un morceau de pain. Vous avez 7 enfants. Vous êtes déjà grand-mère à 40 ans. Parce que votre gamine là est allée se faire engrosser par des imbéciles. Et elle vous a déjà rendu grand-mère 3 fois. On ne voit pas son mari. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et les députés sont à Porto Novo et ne prennent aucune loi pour régler ces problèmes de mœurs, parce que c'est des problèmes de mœurs. Mais comment voulez-vous que ça se règle? Les églises disent faites des enfants, les temples disent faites des enfants, les mosquées disent faites des enfants. Okay. Mais ils ne nous disent pas à ces pauvres femmes comment éduquer les enfants. Bon, nous, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas 1 million de Dahoméens. Bon, nos parents pouvaient nous élever véritablement. Aujourd'hui, nous sommes 12 millions. Et nous n'avons toujours pas de pétrole qu'il ne faut pas avoir parce que les gens vont nous faire des guerres intestines, les commerçants, etc. Mais voilà, donc je demeure critique. Bon, vous voulez que je critique le gouvernement, c'est ça? Peut-être. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait de mal? Qu'est-ce que le gouvernement fait de mal? Bon, j'avoue que j'ai un faible pour ce régime à travers son chef en qui je n'avais pas cru. Et donc, que les jeunes gens de 40 ans et de 50 ans qui viennent du Bénin et qui n'ont rien vu, critiquent le gouvernement et disent, attention, ce que le gouvernement fait là, ce n'est pas normal. C'est la démocratie qui est en ruine. Alors qu'on me dise, moi je considère que la démocratie au Bénin a été en ruine lorsque nous avions 180 partis. Ça ne veut rien dire. La démocratie américaine se porte très bien avec 2 partis. La démocratie, paix à l'âme de la reine Elisabeth, la démocratie de l'Angleterre, enfin des Pays-Bas, se porte très bien avec 2 partis. Si professeur Roger Boyonville, vous étiez
appelé à occuper un poste politique, si on vous le demande, seriez-vous preneur? À 77 ans. Oui. Mais pourquoi pas? Vous aviez l'air de dire tout à l'heure, d'accuser le poids de l'âge. Mais pourquoi pas? Mais pour faire quoi que d'autres ne peuvent pas faire à ma place? Vous pensez que je n'ai pas joué suffisamment mon rôle dans ce pays, je n'ai pas suffisamment joué ma partition pour maintenant m'asseoir à Ouidah chez moi où vous n'êtes pas encore venu, lire et écrire, hein, et m'occuper bientôt de mes petits-enfants, j'espère un peu avant de partir. Professeur Roger Bayonville, nous sommes à la veille de la rentrée. Vous êtes un professeur d'université, vous êtes un grand éducateur, un illustre en la matière. C'est la rentrée des classes. Quelle devra être la préparation de chaque acteur pour que cette rentrée soit réussie? La voyez-vous paisible, réussie? Il faut qu'elle soit paisible et réussie. Mais je reviens à cet exemple que j'ai sous les yeux. C'est une cousine manche très longue. Je ne sais pas si elle a 40 ans. Que peut faire l'État? Que peuvent faire les maîtres d'école si elle arrive à mettre 1 ou 2 enfants à l'école? Que peuvent-ils faire pour l'enfant qui est arrivé à l'école sans avoir pris le petit déjeuner et sans être sûr de prendre le déjeuner? Je sais que dans les écoles maintenant, publiques et même privées, l'État a fait un effort pour leur donner à manger. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que les maîtres, vous m'avez demandé tout à l'heure de quel député je rêve pour mon pays, est-ce que les maîtres n'emportent pas chez eux, à la maison, les sacs de riz, les bidons d'huile destinés aux enfants? Les mêmes enseignants qui disent que l'État les traite de façon très mal. Oui, ça c'est le Bénin. Ça c'est le Bénin. L'État doit tout faire, y compris m'empêcher d'emporter chez moi les sacs de riz destinés à mes enfants écoliers. Il faut que l'État soit encore là avec la police pour dire non, ce sac de riz, c'est pour... Alors si vous êtes maître et que vous n'êtes pas capable d'être vertueux, alors vous n'êtes pas maître. Vous n'êtes pas maître. Vous méritez d'être esclave, excusez-moi. Vous méritez d'être esclave. Alors c'est en ce sens que la rentrée va être difficile. Je sens la chose, on vient me voir. Pépé, tout le monde m'appelle Pépé à Ouidah, bon, Pépé Gbeyonville, Pépé Roger. Il faut nous aider pour la rentrée. Vous aider comment? Je sais. Si le bonhomme a 4 enfants, tu vas l'aider comment? Vous allez l'aider comment? Bon, sortez 100 000, si c'est possible. Remettez-lui 100 000. D'abord, il va commencer par résoudre des problèmes existentiels dont il ne vous a pas parlé. Les enfants, nous allons manger un peu d'abord. Hein. Pépé Gbeyonville nous a donné de l'argent. Et le reste, ben, ça va servir à acheter les fournitures. Mais les fournitures, on ne les achète pas qu'une seule fois. Et puis les fournitures, je ne sais pas. Hein. Nous, on avait un cahier palmier, 32 pages. Je ne me rappelle pas avoir eu 2 cahiers à la fois. Ah, aujourd'hui, c'est des dizaines de cahiers. Oui, mais et puis... Avec des dizaines de livres. Et le sac est lourd sur le dos des enfants. Je dis, mais nous aussi, on a étudié dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de livres? Pourquoi tant de cahiers? Voilà. Donc les choses ont changé. Les choses coûtent cher. Et quand les gens parlent, par exemple, de la cherté de la vie. De la vie, la cherté. Est-ce que vous savez que ça me laisse indifférent et que ça me révolte? Pourquoi? Bon, pour la 3e fois, je vais vous dire que j'ai 77 ans. Et donc, dès l'âge de 7 ans au moins, lorsque j'ai eu connaissance de l'argent, eh bien, je puis vous dire que depuis que j'ai eu 7 ans, la vie a toujours coûté chaque fois un peu plus cher. Et je croyais que coûtant un peu plus cher aujourd'hui, la vie retournera à moins cher demain. Non, jamais. Je vous donne un simple exemple. Tout ce que j'achetais à 1 franc, je vous dis bien 1 franc. Les pièces de 1 franc aujourd'hui servent d'ornement dans les maisons, y compris dans ma propre maison. C'est de l'argent, hein? Mais il est devenu si inutile, cet argent, ces pièces de 1 franc jolies, blanches, que nous les mettons dans des pots, dans des vases, dans des pots de fleurs. Mais tout ce que j'achetais à 1 franc, c'est ça que je dois acheter aujourd'hui à 25 francs au moins. Et attention, c'est plus petit que ce que j'achetais à 1 franc. Évidemment, quand on est passé de 7 ans à 77 ans, on est tellement habitué
à voir le coût de la vie augmenter, qu'on n'y fait plus attention. Il faudra s'en accommoder, vous dites? Mais vous devrez vous en accommoder, vous qui avez 50 ans, 60 ans et qui croyez que l'État a le pouvoir de faire en sorte que les prix baissent. Non. Même dans un État totalitaire, dépendant du commerce international, oui, l'État totalitaire peut faire un effort. Mais nous ne sommes pas au Bénin dans un État totalitaire, à Dieu ne plaise. Nous sommes dans un État démocratique et libéral. Que peut faire le gouvernement? Je ne sais pas. Un peu de politique étrangère encore, mais attention, j'ai ressenti cela comme une gifle lorsque, au début de la guerre en Ukraine, le représentant des peuples africains a couru à Sochi supplier Poutine de faire en sorte que le blé puisse continuer de passer. Je me suis toujours demandé, mais avec quel œil Poutine nous a regardés? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces gens-là ne mangent pas chez eux. Il faut encore le blé que nous a apporté le colonisateur pour que nous puissions vivre. On n'a pas de sorgho, on n'a pas de féculents, on n'a pas de légumes, on n'a pas quoi, on n'a rien du tout, on n'a pas de millet, on n'a pas de haricots. Pourquoi avons-nous couru à Sochi pour aller supplier et que nous sommes venus dire ensuite à Paris que non, 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 pour nous, il n'y a pas celui qui a tort, celui qui a raison, mais c'est du cynisme en plus. N'est-ce pas? C'est du cynisme. Alors, tiens, il y a la guerre, on va peut-être profiter de cette guerre qui renchérit le prix du blé, mais pour nous libérer complètement du blé qui ne pousse pas chez nous et faire la promotion de je ne sais quel féculent, de je ne sais quelle céréale. Non, au lieu de ça, parce que nous sommes africains et chevillés, c'est ça le néocolonialisme, on a couru à Sochi. Hein? Pardon, laisse passer le blé. Ah bon? Peut-être qu'il ne savait pas qu'on mangeait du pain de blé. Peut-être que Poutine ne le savait pas. Il a su, et ça a dû l'étonner. Ils mangent du pain, mais ils sont colonisés, et jusque dans leur assiette. Vous pensez à Roger Boyonville, nos patriarches qui nous laissent, la politique qui est très effervescente à la veille du scrutin législatif, la cherté de la vie qui est toujours là, la vie qui prend de plus en plus de coups, et bien entendu la rentrée qui est à nos portes, les parents qui s'en plaignent du fait du hausse du coût de la vie, et tout devient cher, même dans les écoles, les scolarités prennent du coup. Professeur Roger Boyonville, dans tout ce contexte, que faut-il conclure? Nos patriarches qui s'en vont. J'aurais aimé vous poser la question, mais j'ai trop tendance à prendre la place du professeur, alors que le professeur aujourd'hui, c'est vous. Vous restez. Je vous poserai la question, mais vous, là, vous avez un problème. Parce que nous, quand nous sommes arrivés fringants sur la scène, politique ou intellectuelle, nous avions des références. Mais qui s'appelaient Honora, Récy, et qui s'appelaient Pliagent. Ah, mais comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont devenus? On va faire comme eux, et si possible, on va faire mieux qu'eux. Nous avions des références. Je me demande aujourd'hui, quand j'observe, je suis observateur libre, chroniqueur, quand j'observe, je me demande, mais toi, Roger, tu es de la génération immédiatement après la leur. Tu vas partir bientôt, mais quelles vont être les références des gens de 50 ans, de 40 ans? Qui vont-ils suivre pour s'améliorer, pour faire mieux ce qu'ils font? J'avoue que je ne vois pas. Il faudrait que vous organisiez une émission autour du sujet. Quelles vont être vos références demain quand les patriarches de Boyonville et Boyonville lui-même seront partis? Parce que sans référence, nous n'allons nulle part. Maintenant, vous dites qu'il y a plein de problèmes et que, oui, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je ne veux pas me donner un exemple, mais enfin, j'aurais pu avoir plein d'enfants ici et là. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Eh bien, ma femme et moi, nous avons la charge de 2 enfants.
Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi à faire de ces 2 enfants dont nous avons la charge quelque chose dont ils sont fiers eux-mêmes et dont nous aussi, nous sommes fiers. Mais la vie est un combat. Et s'il y a des problèmes, il faut les résoudre. Nous avons des institutions pour nous aider à résoudre ces problèmes-là. Il faut leur faire confiance. Et lorsque l'État envoie des sacs de riz dans les écoles pour que les enfants mangent à leur faim, si possible, mais ce n'est pas pour que le maître mette ça sur sa tête, sur sa mobilette la nuit et rentre à la maison avec pour ses enfants à lui. Non, ce n'est pas destiné à ses enfants à lui. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si les maîtres ne prennent pas les responsabilités, les maîtres d'école ne prennent pas les responsabilités. Tiens, j'ai lu une interview de mon collègue et ami. Il est venu m'aider au ministère quand j'y étais, Bio Bigou. Vous le connaissez? Oui, le professeur Léon Biabiko. Il a dit le problème du harcèlement sexuel à l'université, il connaît. Il connaît. Et qu'un jour, une femme professeure a dit, celui-là aussi, il peut mourir. C'était un grand professeur, paraît-il, qui venait de mourir. Et la femme a dit ça parce que ce grand professeur, harceleur sexuel, l'a empêché cette femme d'évoluer. Qu'ils connaissent ça au milieu des étudiants et des étudiantes. Les étudiantes ne viennent pas à l'université pour servir de matelas à leurs professeurs. Alors, si chacun ne prend pas ses responsabilités, si chacun n'assume pas ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes, et même ni devant Dieu ni devant les hommes, mais devant sa conscience, nous serons toujours à nous plaindre, à dire que c'est le gouvernement, alors que le gouvernement c'est nous. Mon père n'a jamais été au gouvernement, alors qu'il aurait peut-être mérité, grâce à sa sagesse, d'aller au gouvernement, bien avant moi. Mais malheureusement, il a envoyé tous ses enfants à l'école, lui n'y est jamais allé, maman non plus. Alors c'est nous qui sommes l'État, nous qui sommes allés à l'école. Pas nos parents, pas les miens. En tout cas, les vôtres maintenant sont certainement allés à l'école. Alors dites-leur quand ils se plaignent, non papa, l'État c'est toi aussi. Tu sais lire et écrire. Merci professeur Roger Bayonville, ancien ministre. Professeur Roger Bayonville, qui est un acteur très actif de la société civile. Honorat Agassi est mon maître, c'est un pur nationaliste. Il a créé la journée du repentir et du pardon en mémoire aux esclaves et célébré tous les 3e dimanches du mois de janvier. Fondateur de la Maison des Retrouvailles, symbole du logement de nos aïeux esclaves partis et qui reviendront rigoureux et très intransigeants. C'est un panafricaniste invétéré. Il crée l'idée, ce grand centre d'études et de recherche. Il n'est jamais entré en politique puisque, dit notre invité, le professeur Honorat Agassi, il y a une barrière intransigeante entre le professeur Honorat Agassi et la politique. Adrien Aranzo Glele, l'autre icône, est un cas, dit notre invité, pour lui rendre hommage. Il est mon meilleur ami. Je l'admire encore par ses actes qui parfois relèvent du miracle. Il a réservé toute sa vie pour la lutte contre toute forme de corruption. La prison pour laquelle il a été condamné sans raison pour 10 ans l'aura transformé en fervent défenseur des droits de l'homme. Pourquoi, lorsque nos dévoués à la nation s'en vont, on a tout fait de les oublier? C'est du fait de la béninoiserie, affirme le professeur Roger Bayonville. La béninoiserie qui, lui, n'est qu'une méchanceté pure. Au sujet des mouvements politiques observés depuis peu du fait du scrutin du 8 janvier prochain, le professeur Roger Bayonville s'en réjouit puisque, dit-il, comparativement aux mouvements qui ont précédé l'élection de la 7e législature, le pire est derrière nous pour le meilleur. Il reste beaucoup de choses à parfaire, affirme-t-il, dans l'assainissement de la classe politique. Mais depuis 2016, la réformation du pays me satisfait. Le mouvement doit se poursuivre. Patrice Talon ne se comporte pas en plombier, il est un bâtisseur et il bâtit. Il a donné des exemples, je vais parler du professeur Roger Bayonville pour étayer sa thèse. La 8e législature, je souhaite avoir des hommes. Il ne faut pas changer seulement les hommes, dit-il, il faut changer les mentalités. Le vice doit partir et laisser place à la vertu. Donc,
Je veux des députés vertueux. Je reste un observateur libre, mais je n'observe pas de la même façon que ceux de la jeune génération, parce que je sais d'où nous venons. De ce fait, la rupture essaie de poser de bons actes. Je reste critique et j'ai un faible pour ce gouvernement et je laisse les jeunes critiquer. Au sujet de la rentrée scolaire, notre invité estime que l'État doit prendre ses responsabilités et les enseignants, il les appelle à être vertueux. Au sujet de la cherté de la vie, il dit « j'en ris ». Puisque la vie a toujours été chère, elle ira de plus en plus chère, il faudra s'en accommoder. Le Bénin est un État libéral et que peut vraiment faire l'autorité pour améliorer? La question reste posée. Merci, professeur Roger Bayon. C'est moi qui vous remercie, Gérard. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.